On a du mal à croire qu'il fut un temps, était édifié à Évreux, dans le département de l'Eure, un imposant centre industriel spécialisé dans la fabrication de composants électroniques, et qui plus est, elle était même considérée comme l'usine la plus moderne d'Europe, jusqu'en 2001. Pourtant, cette année-là, les salariés de cette entreprise, qui appartenait à Philips autrefois, avant d'être revendus 2 ans auparavant au groupe finlandais Aspocomp, n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Cette usine, possédant un outil de travail de pointe, modernisé afin de répondre aux futurs enjeux technologiques, s'apparentait au naufrage du Titanic. Du jour au lendemain, l'usine Aspocomp se retrouva en situation de faillite, qui s'ensuivit par une liquidation judiciaire. Alors j'ai décidé de partager ce qui dormait dans mes tiroirs, mes disques durs, afin de permettre au public de découvrir ce qu'était que ce centre industriel. Et comme je ne voulais pas que ce film ne se limite uniquement à une visite de cette usine en mode urbex, j'ai consulté les archives pour retrouver un maximum d'images. Et j'ai réussi à contacter des personnes qui étaient en mesure de m'apporter également de la matière, et je tiens à les remercier. Mon but principal, parce que j'ai un but, est de faire comprendre au public ce que signifie la désindustrialisation en France et la raison profonde des délocalisations. Vous savez, on a peut-être quand même un cas unique en France d'avoir eu à Évreux une usine qui employait jusqu'à 1600 personnes dans les années 80, rayée de la carte, et d'avoir maintenant un pôle emploi à la place, bien placé en face de la sortie d'un lycée technique qui justement faisait face à ce centre industriel jadis. Je ne suis pas journaliste, je suis juste une personne parmi d'autres qui ait travaillé ici. Je peux vous dire qu'on éprouvait une certaine fierté de faire partie de cette entreprise. C'était même un prestige. Donc, à tous mes anciens collègues, je veux en profiter pour leur rendre hommage par le biais de ce reportage. Nous sommes en 1989. Ces images que vous voyez à l'écran ont été capturées à partir d'une cassette VHS d'époque et qui s'est retrouvée sur YouTube par miracle. Alors, malgré sa faible qualité, elle nous permet néanmoins de nous donner une idée sur le fonctionnement de cette usine et sur son énorme potentiel en termes de rayonnement international. Cette vidéo promotionnelle, réalisée par Philips, vante son savoir-faire avec des équipements considérables, ainsi que son personnel compétent, et sur la qualité de ses composants électroniques fabriqués. Alors, je tiens à rappeler que nous sommes en 1989. Nous ne sommes pas encore à l'ère de la téléphonie mobile, ni même d'Internet. Et Windows de Microsoft n'existe pas non plus. Come on, take me away. Come on, take me away. Come on, take me home. 3 produits étaient fabriqués à Évreux. Vous aviez tout d'abord le ferrite. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un aimant. Et là, en l'occurrence, c'est une bague de haut-parleur. Puis, dans le bâtiment qui était juste à côté de la loge, vous aviez le circuit hybride. En fait, c'est une plaque de céramique sur laquelle on y a sérigraphié avec des encres spéciales diverses pistes, puis on y a rajouté des composants. Et on voit ici que c'est un circuit hybride prototype fabriqué en 1988 pour la société Apple par Philips. Et enfin le circuit imprimé. Donc ici vous avez là un circuit imprimé double face. Je crois que c'était pour le client Bosch. C'est-à-dire vous avez des pistes devant comme derrière.
Et moi, j'ai travaillé sur le circuit imprimé multicouche, c'est-à-dire que vous avez des pistes devant et derrière. Et si vous regardez bien, vous avez là des pistes noires là, qui apparaissent. Et en fait, elles sont à l'intérieur du circuit imprimé. Il s'agit en fait de couches internes. Et il s'agit là d'un circuit imprimé pour téléphone mobile Philips de première génération, puisqu'il a été développé et produit à partir de 1996. Et là, vous y voyez l'emplacement du clavier, puis du cadran. À noter deux choses. La dimension des trous qui ont été percés. Et deuxième chose, l'aspect doré du circuit imprimé puisqu'il a été rechargé en nickel-or. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques, ni plonger dans les process de fabrication. Toutefois, j'attire votre attention sur l'importance des équipements lourds, dont certains font partie intégrante des bâtiments. Alors, ces séquences ont été tournées dans le bâtiment air, là où étaient produites les ferrites, que l'on appelait également les céramiques noires. Alors, il faut savoir qu'Évreux se plaçait au 3e rang mondial en production de ferrites et était leader européen dans ce domaine. L'usine avait réussi à se forger une réputation prestigieuse dans le monde, dans la fabrication des aimants. Sachant que 11 000 tonnes étaient produites par an, 83% du chiffre d'affaires était réalisé à l'exportation, ce qui est assez considérable. Toutefois, Philips revendra le pôle ferrite en 1998 à Carbone-Lorraine. La fabrication des circuits hybrides était concentrée quant à elle dans un unique bâtiment et ne comportait pas d'équipement lourd particulier, du moins pas comme aux ferrites. Il en sortait environ 1 500 000 par an. Alors là encore, la production est majoritairement destinée à l'exportation, à hauteur de 70%. Alors, ces taux d'exportation sont plutôt flatteurs pour l'entreprise. Cependant, il y a tout de même un revers à cette médaille, j'y reviendrai plus tard. Alors là, pareil, le secteur des circuits hybrides sera également cédé par Philips à une société canadienne, CEMAC, en 1994. Enfin, l'activité des circuits imprimés qui occupait 3 grands bâtiments. C'est justement ce secteur sur lequel nous allons nous attarder, du fait que c'est là que j'ai travaillé. Donc moi je suis arrivé aux circuits imprimés en 1991, en job d'été. J'avais été travailler un petit peu dans plusieurs ateliers, donc j'avais vu divers aspects de l'usine. Donc, selon les chiffres officiels de 1995,
Philips se plaçait au 3e rang des producteurs européens et produisait 950 m² de circuits imprimés par jour, dont 45% du chiffre d'affaires était réalisé à l'exportation. Alors là, vous voyez qu'il y a plus de la moitié des circuits imprimés qui sont fabriqués pour le marché français, ce qui est statistiquement plutôt pas mal. Alors cette activité a constamment évolué, puisque par exemple la fabrication des circuits imprimés grand public, genre simple face, a finalement été abandonnée en fin 1991. Et le site d'Évreux se distingua en se concentrant exclusivement sur les modèles double face ou encore la gamme multicouche, qui étaient des produits professionnels et de haute qualité. D'ailleurs, certains de ces circuits multicouches pouvaient contenir jusqu'à 24 couches. Du moins, c'est le maximum que j'ai vu passer en production. Donc, tous ces composants électroniques fabriqués à cet endroit concernaient essentiellement le domaine de la télécommunication, l'automobile, le transport ferroviaire, l'aéronautique et également le domaine militaire. Bon alors, prenons le temps de découvrir comment se présentait ce complexe industriel et comment il a évolué. Ça va vous permettre de mieux vous repérer tout à l'heure quand nous irons sur le terrain et par la même occasion de remonter le temps aussi loin que les images pourront nous le permettre. Alors voilà, c'est en 1954, soit 9 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les premiers bâtiments sortent de terre. Sur cette photo de 1955, vous avez en jaune le bâtiment administratif, en bleu le bâtiment d'atelier A et en vert le bâtiment d'atelier B. Sur cet autre cliché, pris d'un angle de vue légèrement différent du précédent, pris en 1956, vous avez encore le bâtiment administratif, le bâtiment A et le bâtiment B. Puis à leur tour sont édifiés le bâtiment C en violet et le bâtiment D en orange. On peut également apercevoir à l'arrière-plan, de l'autre côté de la rue, le lycée technique dont je vous parlais au début. Alors ce troisième cliché, pris à quelques mois d'intervalle. Alors par contre, cette photo daterait quant à elle de 1969 et elle nous montre encore une évolution du site. Donc toujours le bâtiment d'administration, le bâtiment A, le bâtiment B, puis le C et le D. Se rajoute désormais le bâtiment O en bleu foncé, qui fera le lien entre le bâtiment A et le bâtiment C. Et le bâtiment N1 en rouge. À noter également l'emplacement du restaurant d'entreprise et de l'infirmerie. En 1975, la construction du bâtiment R pour l'activité des ferrites se termine.
Donc ici, quelques photos détaillant la construction de ce bâtiment. Quant au bâtiment N2, il faudra attendre 1981 pour le voir apparaître, tel qu'il nous l'est présenté sur cette photo de 1983. C'est important ce que je vous explique là, parce que ça veut dire que certains bâtiments ont été rasés alors qu'ils n'avaient même pas 30 ans d'existence. Alors enfin, ce dernier cliché datant de 1996, donc l'usine a fait peau neuve avec un relookage des bâtiments. Ce qui est intéressant, c'est cet espace vert là, vous voyez, entouré à l'arrière-plan. Eh bien, cela correspond exactement à l'emplacement du nouveau pôle emploi. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros, le pôle emploi a été construit sur la parcelle la plus propre de la friche industrielle. Alors, comment se répartissait le secteur des circuits imprimés ? Eh bien, vous aviez tout d'abord le bâtiment A où l'on fabriquait les circuits imprimés grand public. Donc, c'était un groupe de production assez autonome. Donc, bien sûr, même si cette activité a pris fin à la fin de l'année 1991, le bâtiment A, lui, sera à nouveau réutilisé. Ensuite, le bâtiment C était, quant à lui, consacré aux multicouches. Donc, pareil, c'était un atelier assez autonome dans sa conception. Dans le bâtiment haut était principalement installé un laboratoire et des bureaux d'études. Alors le bâtiment N, lui, englobait non seulement la fabrication des circuits double face, mais aussi les ateliers de perçage et les ateliers de finition, c'est-à-dire le masquage, le test électrique, l'emballage et les expéditions. Alors c'est pas fini, puisqu'au début de l'année 2000, la société CEMAC déménage ses ateliers et laisse son bâtiment à l'entière disposition à Aspocomp pour y implanter de nouvelles lignes. Il faut bien comprendre qu'entre le temps de la libération du bâtiment et l'installation des nouveaux équipements en passant par la phase de test, on peut compter aisément 6 à 8 mois de travaux en tout genre avant la mise en production effective. Enfin, cerise sur le gâteau, un espace vert entre le bâtiment A et bâtiment C, vous voyez là. Il sera recouvert en 2001 pour y installer de nouveaux ateliers, mais ne sera jamais achevé. Donc c'est cette zone coloriée que nous allons explorer maintenant avec des images datant essentiellement de 2007-2008 et bien sûr 2019.
Alors, pour vous situer où nous sommes, là, vous voyez qu'on est sur l'allée principale. Et ici, c'est le bâtiment C. Et là, vous voyez une allée alternative bétonnée qui va traverser l'allée principale. Et ça va ensuite longer le bâtiment N et desservir les différents accès de ce bâtiment. Donc moi ça faisait 9 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cette usine. Tous les ateliers, je les connaissais, je savais comment ils étaient agencés, qui y travaillait. Donc vous imaginez un peu le choc que j'ai eu quand j'ai découvert le carnage dans les bâtiments. Ici, par exemple, se trouvaient à cet endroit-là d'imposants automates de métallisation par électrolyse. Ils occupaient toute la longueur du bâtiment. En fait, c'était des circuits imprimés qui étaient fixés sur des cathodes, longues de 4 mètres. Puis celles-ci étaient transportées à l'aide de robots dans les différents bains de traitement. On voit bien que tout est parti, Là, il ne restait plus que le squelette qui supportait toutes les cuves. Et on pouvait voir encore toutes les poutres d'acier qui supportaient justement les robots. À noter également que le démantèlement de ces automates n'a rien à voir avec la faillite d'Aspocomp. C'était du matériel qui avait 20 ans d'existence environ. Donc il était complètement amorti et c'était tout simplement bon pour être remplacé.
Bon, ici c'était les chiottes. Juste là. Hommes, femmes. Donc en fait, après, moi j'ai travaillé dans ce bâtiment-là, donc à peu près ici. J'ai travaillé là. Donc c'était les contrôleurs optiques. Ici, on se trouve à la sortie du bâtiment haut, qui fait la transition entre le bâtiment A, qui est plus loin, là on voit les talus de terre, et le bâtiment C. Donc il y avait toute cette, vous voyez ici, toute cette allée-là. En fait, c'était une ligne qui passait là, c'était une ligne de gravure, des circuits imprimés. Ici, donc, là où on voit les herbes à papillons, c'était un laboratoire. Et puis bon, des extensions d'ateliers. Voilà. Le bâtiment C avait une particularité, c'est qu'il disposait d'un gigantesque sous-sol. C'est d'ailleurs cette fosse là que vous voyez à l'écran. Alors pourquoi ? Eh bien, outre le fait que le bâtiment ait subi des transformations en 2000, il possédait initialement des automates de métallisation par électrolyse, donc c'est le même principe que ceux du bâtiment N que l'on a vu précédemment, sauf qu'ils étaient plus anciens et les cathodes ne mesuraient que 2 mètres de long au lieu de 4. Donc, sur ces clichés que j'avais pris à la dérobée lorsque je travaillais de nuit, on peut une fois encore souligner la complexité de l'installation de ces équipements. Là, comme vous pouvez le voir, toutes ces poutrelles d'acier. Et encore, vous êtes loin d'imaginer tout l'aménagement qu'il y a en dessous, mais j'y reviendrai plus tard. Donc forcément, j'en avais profité pour prendre des photos directement sur la passerelle. On voit d'ailleurs au loin l'endroit d'où j'avais photographié mes vues d'ensemble de l'atelier. Donc là justement, un autre cliché là qui nous montre le démantèlement des automates du bâtiment C qui auront quand même fonctionné pendant une 30aine d'années. Donc ces automates étaient obsolètes et ont cessé de fonctionner en septembre 1995. Et c'est d'ailleurs moi qui ai coupé le jus pour la dernière fois, sous le regard attentif de mon chef. J'avais 22 ans. Pendant ce temps-là, au bâtiment A, une nouvelle ère commence. Après avoir débarrassé des machines archaïques des circuits imprimés grand public, des nouveaux investissements se mettent en place. Alors la stratégie du site d'Évreux était d'une part d'investir dans une ligne de métallisation à plat qui offrait un résultat sans pareil pour des circuits imprimés de plus en plus sophistiqués, et d'autre part de réduire la manutention. Donc on arrivait, si vous voulez, à un process de fabrication quasiment automatisé. Il ne faut pas se leurrer, parce que sans ce nouvel équipement, Évreux n'aurait jamais pu percer dans le marché de la téléphonie mobile. Donc le travail de ces opérateurs sur ces lignes de nouvelle génération consistait à contrôler rigoureusement la qualité. Ils effectuaient des pesées ainsi que des mesures d'épaisseur sur les prélèvements réguliers. Moi je connaissais aussi cette ligne puisque j'y avais travaillé lors de son démarrage. Tandis que les automates du bâtiment C disparaissent du paysage, la nouvelle ligne de métallisation à plat monte en puissance. Mais ce n'est pas tout,
puisqu'elle approvisionne à son tour une nouvelle salle de photo équipée de 2 châssis d'exposition automatisés. Durant cette même période, fera également son apparition l'incontournable ligne de dorure nickel-or. Alors à partir de 1996, ça y est, le train est en marche. Philips produit massivement du circuit imprimé multicouche pour sa filiale située au Mans, spécialisée dans la téléphonie mobile, ce qui représente environ 30 à 40% de sa production en 1998. L'usine dispose toutefois d'un panel de clients suffisamment étoffé. Certains ateliers tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors le bâtiment C recevra à son tour les nouveaux équipements liés à la production des circuits imprimés multicouches, donc à partir de 1998. Donc tous ces investissements ont été possibles en partie grâce aux subventions de l'État reçues par Philips dans les années 90. Mais à la fin de l'année 1998, le site d'Évreux n'appartient plus du tout à Philips, puisque les circuits imprimés sont également cédés. Qu'à cela ne tienne, le nouveau propriétaire Aspocomp a des projets tout aussi ambitieux et continuera d'investir avec l'aide des subventions bien sûr pour transformer le site et en faire l'usine la plus moderne d'Europe. Puisqu'il n'y a plus rien en surface, c'est en dessous qu'il va falloir aller pour trouver les dernières traces de vie. C'est justement la partie cachée que très peu connaissent, et pour cause, il s'agit d'un important réseau souterrain qui permettait de récolter les eaux usées de nombreuses lignes de production pour être retraitées dans la station d'épuration de l'usine. Donc le premier tunnel qui nous intéresse a été creusé en mai 2000 afin de mettre en conformité le bâtiment D pour pouvoir installer les nouvelles lignes de production.
On a une porte condamnée. Là. Oula. Donc là, ici, on voit que le passage a été condamné. Ils ont coulé du béton. Hein, mais par contre, il continue par là. Ça mène tout droit à la station d'épuration. Donc tout ça, c'est des conduites. Donc je tenais à revenir là parce que ça me rappelle un moment, un soir avant d'embaucher à 21h, j'avais rejoint mon copain qui travaillait en tant que metteur au bain. Et puis il m'a dit, viens, on va aller dans les souterrains. Et on était passé par la station d'épuration. Et comme par miracle, je suis arrivé au bâtiment C. Je m'étais cradé comme pas possible avant de démarrer le travail. Donc, il y avait juste un étroit passage pour qu'un technicien puisse intervenir au cas où il y aurait une fuite ou un problème. Ce tunnel était éclairé, hein, il y avait des néons. Mais bon, voilà, je veux dire, quand tu sais que tu passais sous l'allée centrale de l'usine, ni vu ni connu, ça faisait vraiment bizarre. Vraiment, il y avait toute une tuyauterie qui est toujours en place, comme vous pouvez le voir. Bon, ici, on se trouve à la sortie d'un tunnel qui devait relier a priori le bâtiment A au bâtiment C, puisque c'est toujours cette histoire de conduite d'eau à évacuer vers la station d'épuration. En 2019, les pompiers ont dû intervenir sur un incendie qui a probablement été situé à cet endroit-là. Ça sent bien que les tuyaux PVC ont bien cramé. On sent que c'est une forte odeur de plastique brûlé, fondu. On va essayer de voir un petit peu si on peut accéder à la cave du bâtiment C par cette entrée-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va essayer. Alors, ici, ça a cramé sévère cette année, donc, et je pense que c'est bien là. Donc, faut pas rester trop longtemps parce qu'il y a des particules très volatiles. C'est pas forcément terrible. Bon, maintenant, je pense qu'on va pouvoir accéder au bâtiment C, enfin à la cave du bâtiment C. Mais là, il va falloir ramper sous le gros tuyau.
encore un tunnel, ici, à l'arrière. On va pouvoir sortir par là, éventuellement. Voilà. Encore des canalisations un peu partout. Ça sont cramés. Ah. Vous voyez de la flotte. Et voilà. Donc voilà, ici on est dans les sous-sols du bâtiment C. Donc j'ai préféré passer par le tunnel qui vient du bâtiment A jusqu'au bâtiment C parce que le problème c'est que je ne savais pas comment descendre, je ne sais pas quand je vais remonter. De toute façon je vais reprendre le tunnel qui est là-bas. Mais en tout cas, ici on a encore des souterrains pour des conduites, toujours les conduites. Savoir qu'ici, il y avait des citernes énormes que je sais même pas que quand ils ont démonté les automates du bâtiment C, je sais même pas s'ils avaient enlevé les citernes à l'époque. Parce qu'il faut les enlever ces trucs-là. Je suis bien dégueulasse. Alors ici, on est toujours sous le bâtiment C, alors c'est normal qu'il y ait encore des canalisations, puisqu'il y avait des brosseuses, il y avait une machine à gravure. Donc la canalisation, elle continue par là, puisque donc là on arrive à l'extrémité du bâtiment C, hein, et ici il y avait une machine de développement, gravure pour les couches internes. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? We Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? We
qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va tâcher de la faire simple. L'usine s'était spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés pour la téléphonie mobile pour 3 clients prioritaires. Elle a ressenti un besoin de s'équiper pour tripler la production de circuits imprimés multicouches au regard de l'expansion de l'activité lors de l'année 1999. Et l'année 2000 confirma la progression de l'entreprise. La stratégie du groupe avait l'air de fonctionner, ce qui augurait de beaux jours pour l'entreprise. Donc 50 millions d'euros ont ainsi été injectés. Je ne vous parle pas des subventions touchées. Sauf que un tassement du marché de la téléphonie mobile s'est généralisé au cours de l'année 2001. Donc, les fabricants de téléphones portables sont alors contraints de réduire leurs commandes. Mais là où ça va faire très mal, c'est lorsque Philips annonce se désengager de la téléphonie mobile. Alors, on lit dans la presse que Philips a délocalisé sa production de téléphones en Asie, mais de nos jours, on constate qu'ils ont totalement lâché l'affaire. L'arrêt brutal de la production de téléphones mobiles de Philips Le Mans va donner le feu vert à Aspocomp pour arrêter à son tour son activité à Évreux. Ben oui, si Philips s'en va, plus rien ne retient Aspocomp sur le territoire français, stratégiquement parlant. Et donc, l'entreprise n'a plus lieu d'exister. Il est manifeste que l'usine d'Évreux a été en quelque sorte sacrifiée, puisque la mise en faillite a été provoquée par le géant finlandais lui-même. Comment a-t-il procédé? En détournant les commandes de Nokia et Ericsson sur d'autres sites de production Aspocomp en Thaïlande et en Finlande. On peut rajouter qu'Aspocomp avait quand même anticipé la chose, puisqu'il construisait une usine en Chine pour se rapprocher de ses principaux clients. Donc vous voyez qu'une délocalisation déclenche par conséquent un effet de domino. Il y a également cette histoire d'un repreneur éventuel. Bon, il n'y en a eu qu'un seul. Et tout a été mis en œuvre pour pourrir le dossier. En fait, Wabco, l'un des derniers clients importants d'Évreux, a été également récupéré par le géant finlandais. Bref, ils ont siphonné le fichier client. Donc, conséquence, l'éventuel repreneur Delta n'a pu trouver les investisseurs permettant la reprise. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que le propriétaire de l'usine qui l'a sabordée va permettre à un concurrent de la reprendre avec de surcroît un matériel de pointe et flambant neuf? Non. L'entreprise doit mourir. Elle doit disparaître. Que l'on soit d'accord ou pas, cela n'a pas d'importance. Cette délocalisation s'est faite légalement. Alors je ne suis pas là pour défendre Aspocomp. Je dis juste que la société a profité des moyens juridiques légaux, et particulièrement de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui l'encourage pour relocaliser sa production à l'étranger. Le drame social provoqué, ça, c'est pas son problème. Pour ces gens-là, les affaires sont les affaires. Aspocomp sera finalement liquidé et fermera ses portes le 20 juin 2002. Reste la question des machines. Que sont-elles devenues? On ne le saura jamais. C'est à vous de vous faire votre idée. En tout cas, pour les subventions, dont le montant alloué m'est inconnu, malheureusement, l'entreprise liquidée n'a pas à les rembourser. Il y a toutefois quelque chose de troublant. À chaque fois qu'une entreprise délocalise, on va crier au scandale, nous peindre le même tableau de salariés dans une situation désespérée, le schéma classique quoi. Une fatalité.
Mais nulle part dans les médias, on vous expliquera le véritable responsable de ce phénomène, de ce fameux article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à croire qu'il n'existe pas. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et candidat aux dernières élections présidentielles de 2017, a accepté de m'accorder un entretien entre deux rendez-vous pour exposer concrètement de quoi il s'agit et de ses retombées. Alors pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, il faut savoir que du temps de Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, je prends tous les présidents de la République depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'à François Mitterrand, les délocalisations, c'était un mot qui n'existait pas. C'était quelque chose qui n'existait pas. Et le mot de délocalisation a commencé à apparaître à la fin des années 1980 du XXe siècle et s'est développé à partir des années 90 et suivantes. Alors pourquoi ce qui n'existait pas s'est mis à exister? C'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est quoi? Ça n'est pas que les entreprises ont découvert qu'elles pouvaient fabriquer des choses bien meilleur marché si elles s'adressaient à des pays lointains ou pas lointains où les gens gagneraient beaucoup moins d'argent. Plutôt que de payer des salariés français avec les cotisations sociales qui sont afférentes, l'idée d'aller fabriquer des produits avec des gens très 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 peu payés comme dans les pays en voie de développement, c'est une idée qui vient assez naturellement à l'esprit des patrons. Mais pour cela, il faut pouvoir sortir de l'argent pour aller créer une usine. Parce que si vous voulez fabriquer les composants électroniques, par exemple, si vous voulez aller les faire fabriquer en Slovaquie, en Inde, en Chine, vous êtes quand même obligé d'abord de commencer par sortir de l'argent. Sortir de l'argent pour acquérir un terrain, sortir de l'argent pour construire une usine, sortir de l'argent pour acheter des machines, aller installer tout ça, sortir de l'argent pour organiser une main-d'œuvre sur place et payer les gens, les ouvriers, les contremaîtres, les cadres moyens, les employés administratifs, etc. Donc il faut sortir de l'argent. Or, vous avez un moyen donc très simple d'éviter les délocalisations, c'est d'interdire que les entreprises puissent sortir des millions, voilà, pour justement créer une usine. C'est ce qui existait auparavant. On appelle ça le contrôle des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, jusqu'à François Mitterrand, il n'y avait pas de libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'une entreprise française, si elle avait voulu construire une usine à l'étranger, il fallait qu'elle demande l'autorisation du ministère des Finances. C'était une procédure très lourde, qui était très rarement accordée, donc du coup les entreprises le demandaient très peu. Ça n'était pas jamais accordé. Par exemple, Peugeot a pu créer une usine en Iran dans les années 70 pour créer une usine de fabrication de 504, d'automobiles 504 pour le marché iranien. Le système d'ailleurs va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si des entreprises, si des fonds d'investissement américains, saoudiens, qataris avaient voulu racheter des appartements, des châteaux, des usines, des entreprises, des vignobles en France, il fallait qu'elles obtiennent l'autorisation pour importer ces millions d'euros. Et ça leur était très rarement accordé. Donc, si les gens qui me suivent ont compris le raisonnement, les délocalisations industrielles n'ont pu apparaître qu'à partir du moment où l'on a décidé de supprimer les contrôles de mouvements de capitaux. On a décidé que toutes les entreprises pourraient sortir des millions d'euros, si elles le voulaient, pour aller installer leur usine ailleurs. La question, c'est qui a décidé? Qui a décidé? La réponse, c'est dans l'acte unique européen de 1986 qu'est apparu le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, et ça a été ensuite écrit, gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992. Il y a un article, c'est celui dont vous parliez, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors il portait un autre numéro dans le traité de Maastricht, parce que depuis, il y a eu d'autres traités qui se sont emboîtés les uns et les autres, mais actuellement, cet article, c'est l'article 63,
qui précise que toute restriction aux échanges de capitaux, mouvements de capitaux, est interdite entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Ce dernier point est très important à comprendre, puisque s'il n'y avait eu que une libre circulation des mouvements de capitaux entre les États membres, on aurait assisté à des délocalisations industrielles, mais à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Par exemple en Slovaquie, comme le fait Renault, par exemple, qui fabrique des Clio, je crois, en Pologne, en Roumanie. Ça aurait déjà été beaucoup. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a également entre les États membres et les États tiers, c'est-à-dire qu'un feu vert général a été donné pour aller créer des usines en Chine, au Vietnam, en Inde, au Bangladesh, etc., etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis et j'affirme que les personnes qui disent il faut construire l'Europe pour être fort, pour faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis, etc., mentent effrontément aux Français, ou alors sont complètement ignorants, puisque si c'était le cas, on n'aurait jamais autorisé la libre circulation des mouvements de capitaux. Ce que je dis est d'ailleurs tellement vrai que beaucoup d'usines sont allées s'installer en Chine, mais aussi au Vietnam, au Bangladesh, qui ne sont pas des pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, si l'Union européenne permettait de faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis, à l'Arabie saoudite, on n'assisterait pas non plus au phénomène inverse, qui est que on voit le Qatar, par exemple, qui rachète le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, qui rachète des hôtels particuliers, qui rachète des usines. On ne verrait pas la même chose des rachats par l'Arabie Saoudite, on ne verrait pas des rachats par des industriels chinois. Il y a une centaine de châteaux viticoles dans le Bordelais qui ont été rachetés par des Chinois. Il y a le château de Gevrey-Chambertin qui a été racheté en Bourgogne par un Hongkongais. Donc tout ceci, avant, on aurait pu dire non, on conserve notre patrimoine, maintenant ça n'est plus possible. Et je terminerai mon propos en précisant qu'il y a des gens qui disent oui, mais on n'y peut rien, c'est la mondialisation. Non, on y peut quelque chose, ce n'est pas un phénomène tombé du ciel, c'est une décision politique qui a été prise au moment des traités européens. Et la meilleure preuve, c'est que beaucoup de pays dans le monde n'ont pas accepté la même chose, notamment, par exemple, la Chine, notamment le Vietnam, notamment les pays qui se développent rapidement. De telle sorte que si une entreprise française veut délocaliser sa production en Chine, par exemple, le problème n'est pas de sortir de l'argent de France, c'est que les Chinois acceptent l'investissement en Chine. Et donc les Chinois ne l'acceptent pas toujours, et quand ils l'acceptent avec des contreparties. Par exemple, ils demandent des transferts de technologie pour permettre de développer une industrie locale copiant les processus industriels. C'est pour ça que ce qui est grave dans les délocalisations, il y a différents niveaux qui sont graves. Le premier, c'est une perte d'emplois industriels, la montée du chômage. Le deuxième, c'est la perte de production de richesse, donc valeur ajoutée. Et le troisième, c'est une perte de savoir-faire industriel qui part à l'autre bout du monde. Alors évidemment, dernier point, pourquoi ça ? Pourquoi cette décision ? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces qui ont tenu la main de ceux qui ont rédigé les traités, ce sont des forces qui ont intérêt. Parce que ceux qui y perdent dans l'affaire, c'est la France, ce sont les ouvriers français, les chercheurs français, le patrimoine français, le peuple français. Mais il y a des gens qui gagnent. Ce sont les propriétaires des entreprises. Puisque au lieu de payer des salaires importants comme c'était le cas en France, ils vont faire fabriquer ça en Chine et donc ils dégagent des profits bien supérieurs. Donc il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas perdant. Ceux qui sont gagnants, c'est une toute petite minorité de détenteurs de capitaux qui sont à l'origine de ces phénomènes-là. Et il faut également comprendre que si il y a une logique imparable à ce système, c'est-à-dire que tant qu'on restera dans ce système, les entreprises, si vous étiez chef d'entreprise vous-même, vous seriez, même si vous êtes un peu patriote, si vous avez un petit peu le sens, si vous voulez conserver de l'emploi en France, vous êtes obligé de suivre le mouvement, sinon vos compétiteurs, eux, vont le faire et inonderont le marché français avec des productions de faible coût, et donc vous ne serez plus compétitif et vous serez contraint à la faillite. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entreprises françaises industrielles, même si elles étaient rentables en France,
elles se sont délocalisées quand même parce que leur rentabilité était attaquée par l'arrivée de plus en plus de production à très bon marché. L'activité des ferrites se retrouve à son tour à l'agonie, sur un site industriel sinistré en proie au pillage et vandalisme. Ce qui veut dire, après 2 plans de licenciement successifs, quelle est la prochaine sur la liste des fermetures d'entreprises sur Évreux. Comme Aspocomp, Ferrox-Dur du groupe Carbone Lorraine ne disposait plus d'une clientèle suffisante sur le territoire français pour justifier son maintien. Je n'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit furent les employés de Ferrox-Dur lorsqu'ils devaient venir à leur travail en rentrant par l'accès des livraisons et longer inévitablement, quotidiennement, pendant 3 ans, ces bâtiments fantômes. Ce supplice aura finalement pris fin au 31 mars 2006. Le tissu industriel français a fondu comme neige au soleil en moins de 40 ans. La France fait partie des pays européens les moins industrialisés dorénavant. On peut y voir un côté positif, moins de pollution liée à l'activité industrielle par exemple. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ceci ? Ça, c'est pas Aspocomp, ça. C'est ni Carbone Lorraine ni Philips. Ça, c'est arrivé en décembre 2019. J'ai vu arriver ce genre de déchets semaine après semaine pendant ma période de tournage sur le terrain. On nous promettait en 2010 la réhabilitation du site en logement. Les meilleures parcelles ont été exploitées avec des résidences situées avec vue panoramique sur la ville. La deuxième, en bordure de rue, pour cacher la misère. Le reste est au point mort. Quand le maire parlait de réhabilitation du site, il fallait y voir en fait, entre les lignes, des vulgaires opérations financières immobilières spéculatives, tel un jeu de Monopoly. Dans un sens, je me réjouis quelque part, parce que, finalement, si ces opérations immobilières n'ont pas abouti, cela donne encore un peu de sursis pour les derniers vestiges qui subsistent. Un sanctuaire à la mémoire de ce qui faisait vraiment le prestige de la ville d'Évreux. La dernière fois que j'ai filmé l'usine, c'était en avril 2008. J'avais pris ma petite caméra, bon, j'avais pas beaucoup de temps.
Et en reprenant ma voiture, donc je quittais l'allée, comme ça je passais le long de ce bâtiment-là. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. C'était au loin, je voyais un ventilateur qui tournait. Ça faisait penser, si vous voulez, comme si c'était le dernier battement de cœur de l'usine. Son dernier souffle, avant sa mise à mort, c'est-à-dire la destruction.